Non, bah, et du coup, c'est le sujet, c'est pas forcément des bonnes nouvelles. Ah oui. Non, après, on est là pour aussi, voilà, vous donner, les bonnes pratiques et je reviens donc dans le contrat, pour, notamment sur, les contrats avec les particuliers. Parce que c'est souvent, un peu enfin, voilà, c'est complexe. En fait, les particuliers, il faut pas oublier que ce sont des consommateurs, comme vous l'aviez rappelé, en introduction et qui sont extrêmement bien protégés, hein, par le code de la consommation et du coup, ça fait peser pas mal d'obligations sur vous. Et ça peut avoir un impact aussi sur vos honoraires et notamment, tout ce qui est, signature ou contrat passé hors établissement, donc hors de votre agence, il faut, prévenir, vos clients qu'ils ont un droit de rétractation et ça, c'est essentiel et surtout, il faut joindre le bulletin de rétractation au contrat parce que, si vous le faites pas, en fait, ça a des conséquences, très importantes. Donc le droit de rétractation, donc ça veut dire que pendant 14 jours, votre client suivant la conclusion du contrat, donc vos clients ont la possibilité de se rétracter et s'ils se rétractent et que vous allez commencer à travailler et à percevoir des honoraires, il faudra les rendre, voilà. Et normalement, vous pouvez même rien percevoir pendant 7 jours. Normalement, ça, c'est la loi. Donc nous, on conseille, si jamais vos clients, parce que ça peut arriver, sont un peu pressants et disent: «Moi, je veux absolument que vous commenciez, maintenant». Dans ces cas-là, il faut un document comme quoi ils renoncent, à la rétractation et qu'il soit bien signé et ça, vous le gardez et dans ces cas-là, si jamais ils se rétractent vous pouvez, être payé pour, ce que vous avez fait jusqu'à, leur rétractation. Si jamais, vous n'avez pas prévu du tout la rétractation, qu'ils n'ont pas été informés, qu'il y a pas le bulletin, de rétractation qui est joint au contrat, le risque, c'est qu'en fait, la rétractation passe de 14 jours à 12 mois. Donc c'est donc pendant 12 mois, autant dire que vous pouvez quand même faire un sacré travail, faire pas mal de prestations, avoir pas mal de notes d'honoraires et que si au bout des 12 mois, finalement, ils vous disent: «Bah, moi, je veux plus» et du coup, vous devez rendre tout ce que l'intégralité. Donc alors, la bonne nouvelle quand même, c'est que si jamais vous vous rendez compte que vous n'avez pas fourni, l'information et le bulletin de rétractation, vous avez toujours la possibilité de le régulariser, c'est-à-dire de le faire, au cours des 12 mois et dans ces cas-là, le délai de 14 mois, 14 jours, oui, pardon. Ça monte à chaque fois, hein. Ça, c'est oui, oui, c'est les enfers. Oui et commencera à courir à partir du moment où vous leur aurez donné, l'information. Mais ouais, soyez extrêmement vigilants, avec les particuliers là-dessus. On a malheureusement eu, nous, des cas, qui sont partis au contentieux, où on a perdu et où effectivement l'architecte a dû, rendre, donc c'est pas des cas, c'est malheureusement pas des cas isolés, hein. Voilà, ça il faut savoir que ça existe. Alors évidemment, c'est pas la majorité des cas, mais voilà, ça existe, des clients qui veulent pas payer, ils vont voir un avocat et l'avocat, en fait, il va voir tout ce qu'il peut voilà, tout ce qu'il peut prendre, ce sur quoi il peut se baser pour éventuellement, Et notre cas, c'est son premier réflexe, consommateur. C'est ça. Ping ouais et il va checker tout le contrat. Et il va dire: «Là, il y a pas la voilà, vous avez signé hors agence, il y a pas vous avez négocié hors agence, il y a pas de droit de rétractation, on va là-dessus». Et en fait, il va prendre le plus simple. Et puis si ça marche pas, il va dérouler et passer à autre chose. Donc ça, c'est le premier point, le droit de rétractation. Après, il y a le deuxième effet, c'est la loi Scrivener. Donc elle est prévue dans le contrat type de l'ordre, mais c'est pareil, donc quand vous contractez avec des particuliers donc pour, une construction, ou une rénovation d'une maison, d'habitation, le contrat est réputé conclu, sous la condition suspensive d'un prêt immobilier. Et quand bien même ça ne serait pas mentionné au contrat, il est quand même réputé être conclu, sous cette condition suspensive. Et donc, là, pareil, hein, si jamais, vous percevez des honoraires où vous travaillez, et que vous travaillez et qu'ils n'ont pas leur prêt, le risque, c'est que vous soyez obligé de rembourser l'intégralité. D'où l'intérêt de faire un premier contrat Oui, d'études. c'est ce que j'allais dire. Ouais. Oui, Mais c'est ce qu'on conseille de j'ai faire des. En fait, on conseille plusieurs choses. Alors déjà, c'est comment dire, c'est une règle d'ordre public. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas renoncer à la loi Scrivener par contrat. Dans tous les cas, c'est comme ça, c'est prévu. Ce qu'on conseille, c'est que normalement, il y a un délai pour la condition suspensive. Donc, elle est minimum d'1 mois. Mais ce qui est très important, c'est de bien la noter dans le contrat. Et surtout, vous devez être proactif. C'est-à-dire,
voir avec vos clients, leur demander les demandes qu'ils ont fait auprès des banques. Parce que c'est pareil, si un client, en fait, il n'a rien fait, en fait, vous n'êtes pas responsable qu'il n'ait pas obtenu. Enfin, c'est lui, en fait, qui a fait en sorte de ne pas obtenir. Donc là, c'est différent. Donc il faut bien essayer d'être proactif là-dessus. Et dans ces cas-là, ce qu'on conseille, c'est effectivement de faire des contrats de mission partielle ou effectivement voilà, tout ce qui peut être financé sur fonds propres, en fait, de faire un contrat à part et après de faire la suite des éléments de mission dès lors qu'ils ont obtenu leur prêt. Donc vous, ça vous permet comme d'avancer. Ça permet aussi de faciliter pour eux l'obtention du prêt parce qu'ils vont avoir quand même des éléments donc ils vont pouvoir joindre à leur dossier. Donc ça va aussi permettre d'accélérer ça. Et puis après, il y a quand même des clients particuliers qui n'ont pas recours à des prêts immobiliers, ça arrive. Et dans ces cas-là, il faut qu'ils mettent la mention manuscrite. Alors c'est manuscrite, hein. Voilà, comme quoi ils renoncent, ils n'ont pas de prêt immobilier. Mais ça, c'est très important parce que pareil, on a pas mal de contentieux là-dessus. Je rappelle que tout ça, c'est dans les contrats types de l'ordre. Concernant le délai de rétractation, dans le cas de signature électronique, c'est 14 jours également. Oui, c'est la conclusion du contrat. Je veux dire, c'est considéré comme étant signé hors agence, en signature électronique. Alors, il y a un débat là-dessus. Ouais, c'est pas très clair. En fait, la question qui va se poser aussi, c'est de savoir où a été négocié le contrat. Parce qu'il y a la signature, mais il y a aussi la négociation du contrat. Donc, par exemple, un contrat qui a été négocié hors agence et qui est signé électroniquement, on considère que c'est un contrat hors établissement où il y a le droit de rétractation. Donc ça, en fait, souvent, il y a quand même une négociation, parce que vous avez la signature, effectivement, par voie électronique, mais souvent, la négociation, elle se fait en amont. Donc, et là, il faut savoir où vous la faites. Et nous, c'est pour ça qu'on conseille, dans la mesure du possible, de faire votre négociation en agence. Et ensuite, après, vous pouvez signer. Donc la prudence, c'est 2 semaines. Oui, c'est ça. Et dans tous les cas, il me semble que dans le contrat type de l'ordre aussi, il y a le droit de rétractation, j'ai un doute, la clause, je ne sais plus. Non, il n'y a Pas sûr. Il n'y a pas? Il n'y a pas le formulaire. Ça, c'est un manque évident. Voilà. Oui. Bon. Les deux. Je remercie Céline. Il va être modifié, du coup. Il y a juste une chose, on parlait du prêt bancaire, c'est un sujet qu'on vit tous, hein, la suspicion des banques par rapport à nos estimations. On nous demande d'avoir un prêt bancaire à l'esquisse. On a beau faire une estimation, les banques n'en tiennent pas compte. Ce qu'elles veulent, c'est des devis d'entreprise. Donc j'en viens effectivement de bien scinder nos contrats pour aller au plus loin. Le client paye sur ses fonds propres et au moins on sauve nos honoraires. Et de reculer la fameuse échéance. Et plus on aura avancé dans nos études, plus on pourra peut-être avoir des devis et d'avoir un véritable prêt bancaire et de se sécuriser. Parce qu'effectivement, si on prend la mission classique complète sur un contrat, à l'esquisse, aucune banque va donner un prêt et on se retrouve en fin de compte à la merci d'avoir un refus de prêt et donc de rendre tous nos honoraires. C'est ça. Et donc d'avoir travaillé malheureusement pour rien. Donc ça, c'est important effectivement de bien faire des contrats distincts pour vous préserver. Et puis voilà, ça permet aussi de voir déjà si c'est un bon client ou pas. Je vais critiquer notre ordre. Je trouve qu'il n'a pas été assez prudent vis-à-vis des architectes. C'est-à-dire que quand on a un contrat de construction de maison individuelle, on va avoir toutes les étapes. Et en fait, on se met en danger avec ces histoires d'obtention de prêts. Et je trouve qu'il devrait y avoir un contrat qui puisse aller juste avant le dépôt de PC pour qu'on puisse être garanti du paiement de nos honoraires et qu'il y ait un contrat qui puisse aller du permis jusqu'à la réception. Merci, mais justement, c'est le conseil qu'on donne, justement, de scinder ces contrats-là pour mettre ces séquences-là et de pouvoir effectivement d'avoir cette étude préliminaire et d'avoir un deuxième contrat qui nous emmènerait jusqu'au permis de construire et on n'est pas conditionné effectivement au prêt. Donc ça existe, ça y est, hein. Oui, oui, parce qu'en fin de compte, la mission qui a déjà été payée, déjà faite, vous n'avez pas besoin de vous faire repayer l'esquisse puisqu'elle avait déjà été faite. Donc avant, et je suis d'accord avec vous, avant on avait un contrat généraliste, mais depuis, et fort de ces conseils-là, il existe ces contrats sur le site de l'ordre. Le contrat de mission complète, il repart de zéro. Même si on a fait un contrat d'études préliminaires,
le contrat pour une maison individuelle repart de zéro. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on supprime des choses sur le début du contrat et tout à l'heure, vous nous avez dit que c'était pas une bonne chose d'enlever des éléments. Je vais pas prendre une casquette de juriste, je vais parler plutôt d'expérience. Effectivement, quand je dis de pas retirer, c'est des articles de loi ou de clause. Là, c'est des missions que vous n'allez pas faire, donc pas refaire et donc de ne pas refacturer. C'est une décomposition de mission en disant: «Bah, celle-là, je vais pas la faire, je vais pas la faire, je vais pas la faire», puisque vous l'avez déjà fait dans un cadre d'autres contrats. Donc ça, de plus en plus de confrères et de consoeurs suivent ce conseil-là, d'utiliser des différents contrats. C'est pas pour ça que ça évite tous les problèmes. On a déjà vu des conciliations où effectivement, on a vu, une consoeur récemment qui avait eu son premier contrat qui avait bien été payé et après les problèmes sont arrivés sur un deuxième contrat et on n'est jamais revenu sur le premier contrat. Voilà et c'était une maison individuelle. Donc les premières missions, voilà, celles-là, on les retire. Et donc, je précise juste sur la loi Screener que si vous n'avez pas, par exemple, si vous avez mis une condition suspensive d'1 mois, si vous n'avez pas de nouvelles de l'obtention d'un prêt, on considère du coup qu'il n'y a pas de prêt et le contrat est caduc. Donc caduc, c'est-à-dire qu'il est considéré comme n'avoir jamais existé. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à relancer vos clients et à être proactif, comme je le disais, voilà, pour voir où ça en est, parce que vous n'allez pas commencer, voilà, ne commencez rien si au bout des 1 mois, vous n'avez pas d'accord de la banque. Enfin, si vos maîtres d'ouvrage n'ont pas l'accord de la banque. Je crois que vous avez une obligation de médiation avec le consommateur, hein. Ça, alors je ne sais pas à quel moment vous voulez aborder ça parce que Je peux l'aborder. voilà, c'est sur la fin du contrat, mais je vous laisse, aborder, mais c'est prioritaire et on a beaucoup de soucis justement sur cette creuse-là, donc on peut insister lourdement. Oui, donc avec les consommateurs, du coup, vous avez, enfin, il y a l'obligation effectivement de prévoir une clause pour le recours au médiateur de la consommation. Donc le client, effectivement, a cette faculté, c'est prévu par le Code de la consommation, de pouvoir recourir gratuitement au médiateur de la consommation. Et donc ça, c'est vraiment une obligation qui pèse sur vous, c'est-à-dire que c'est à vous d'adhérer en fait à un médiateur de la consommation et souvent de le payer, enfin de payer cette adhésion. Donc ça, je crois que c'est aussi une clause qui est dans le contrat type de l'ordre. Et je crois que vous avez aussi je crois qu'il doit y avoir c'est une juste. Je vais faire le relais. Effectivement, le Conseil national est en partenariat avec la société CM2C, où il y a eu, voilà, il y a eu on va dire des choses d'engagées. Les frais d'inscription, du coup, sont pris en charge directement par l'ordre national. Et donc, du coup, il suffit juste à chaque architecte d'aller s'inscrire. Donc, on a un code qu'il faut aller récupérer ou qu'on vous a communiqué. Et donc, du coup, pensez à aller vous inscrire auprès de CM2C. Enfin, après, vous avez le choix d'en choisir un autre, hein, mais Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que voilà, c'est ça, en tout cas, l'ordre à fait cette national a démarche. fait cette démarche-là Oui. une fois qu'on a eu le médiateur qui avait disparu il y a quelques années et on était tous dans la panade. Ça a été réglé par l'ordre. Vous avez la possibilité, comme dit Aurélie, d'aller ailleurs. Si vous êtes à l'UNSFA, il y a d'autres possibilités par rapport à ça. Donc le champ est libre, mais il est obligatoire d'être inscrit sur le contrat. S'il n'y est pas, ça ne le fait pas, hein. Oui, c'est ça qu'il faut. Normalement, vous avez justement la mention, vous devez indiquer le médiateur. Et alors, il faut le médiateur de la consommation, c'est pas vous qui en êtes à l'initiative, c'est vraiment le client en fait qui va saisir le médiateur de la consommation. En fait, s'il y a un litige, c'est lui qui va faire la démarche auprès de vous. Donc normalement, même il doit vous faire un recommandé, quelque chose, enfin en amont, une démarche. Et effectivement, c'est lui qui va demander, solliciter la médiation de la consommation. Vous avez tout à fait, vous, la seule obligation que vous avez, c'est d'avoir adhéré à un médiateur et de communiquer les coordonnées. Après, vous avez le droit, normalement, de refuser et de ne pas donner suite à une médiation. Voilà, mais en tout cas, voilà, la seule obligation que vous avez, c'est d'adhérer et de communiquer. C'est intéressant parce que je pensais qu'il faut. J'avais déjà vu cette clause, mais je ne savais pas trop comment l'utiliser. Donc, on avait bien rempli les coordonnées d'une entreprise. Mais je pensais que c'était à enclencher au moment du problème, en fait. Donc, j'étais. C'est pas à vous. Vous, voilà, c'est vraiment le client en fait qui va. Oui, mais qui il faut va- quand même que je sois inscrit, moi, quelque part. Oui, il faut vous. Ça, j'ai pas fait, Oui. par exemple. Moi, je pensais que c'était à faire au moment où il y avait un problème, on appelait, on payait s'il fallait payer. Mais donc, il faut le faire dès demain, en fait. Oui, tout à fait. Ouais, il faut en fait, c'est les deux choses à faire. C'est l'indiquer dans le contrat, enfin, s'inscrire déjà, et indiquer dans le contrat cette clause avec les coordonnées de la société que vous avez choisie. Donc, j'ai inscrit les gens sans. Sans être adhéré. On coupe.
Ça veut dire que vous êtes vraiment en défaut sur votre contrat, donc ça serait dommage parce que on disait que le consommateur est surprotégé et pas nous. Absolument. Et avant la médiation, il y a la conciliation. Et c'est là où l'ordre règle quand même pas mal de petites choses avant d'aller jusqu'à la médiation. Et c'est là, enfin, quand ça peut être votre maître d'ouvrage qui nous sollicite pour mettre en place une conciliation, parce que l'architecte a disparu. Mais vous, en tant qu'architecte, vous avez un souci avec votre maître d'ouvrage. Vous nous sollicitez et on fait des convocations. Et donc ça nous occupe beaucoup, beaucoup, beaucoup. On fait des conciliations, pas tous les jours, mais il y a énormément de conciliations à la demande de la maîtrise d'ouvrage ou à la demande de confrères au concert. Donc ça, l'ordre sert à ça. Et vous avez justement cette clause de conciliation devant l'ordre qui est prévue dans vos contrats. Voilà, la seule chose quand même à avoir en tête, c'est que normalement, là, dans les nouveaux contrats, en matière d'honoraires impayés, ce n'est pas une saisine obligatoire. Le seul cas où ça pourrait être obligatoire, c'est si vous avez des honoraires impayés, plus par exemple une indemnité de résiliation, parce que dans ces cas-là, on est plutôt sur des clauses du contrat. Et donc là, la saisine est obligatoire. Et attention, quand la saisine est obligatoire dans ce cadre-là, il faut bien penser à le faire en amont de saisir la juridiction, parce que sinon, votre requête, elle est rejetée. Et on a des cas où malheureusement, les requêtes ont été rejetées parce que l'ordre n'a pas été saisi en amont, alors que c'était obligatoire, notamment parce qu'il y avait des indemnités de résiliation. Donc, c'est pas obligatoire, c'est facultatif. Donc après, je sais que ça dépend des ordres pour en matière d'honoraires sur le fait de mettre en œuvre les conciliations. Mais voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et après, il y a un autre cas de conciliation qui, pour le coup, là, est obligatoire. C'est l'article 750-1 du Code de procédure civile. Donc là, c'est dès lors que le montant de votre créance est inférieur à 5 000 € avec des particuliers, ou si jamais vous n'êtes pas une société et que vous êtes en litige, vous devez du coup saisir au préalable le conciliateur de justice ou un médiateur. Alors nous, on conseille plutôt un conciliateur de justice parce que c'est gratuit. Et pour tenter de mettre en place la conciliation. Et c'est uniquement s'il y avait un PV de carence que vous pourrez ensuite aller en justice. Et le point important, c'est, là je rebondis sur la prescription. Pour la conciliation, il faut faire très attention quand on est un peu juste. C'est que la conciliation de l'article 750-1 du Code de procédure civile ne suspend la prescription pas au moment où vous saisissez le conciliateur, mais bien au moment soit où il y a un accord des parties sur le principe même de la conciliation, ou alors dès lors qu'il y a eu une première réunion de conciliation. Donc il faut être vigilant là-dessus quand la conciliation est obligatoire. Voilà, parce que quand on a des délais très courts, il faut avoir ça en tête. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, on vous dit de ne pas forcément traîner pour éviter ce genre de choses. C'est un bon outil que vous avez là, parce que c'est vrai que chaque profession interprète cette obligation de médiation avec des variations, et je suppose qu'il y a un bon retour. Pour être très honnête, hier, on était au conseil. On avait le bilan du mois dernier. On avait 4 conciliations et on a concilié les 4. Donc, et très honnêtement, on a un taux de réussite. 75%. Voilà. En sachant que quand on va en conciliation, c'est presque le préambule que chaque conseiller fait. Conciliation, on n'est pas des juges. Donc, il va falloir lâcher d'un côté et de l'autre. Si la personne d'un côté ou de l'autre sont obtus, ils vont en conciliation parce qu'ils veulent le petit PV comme quoi ils se sont vus avant d'aller voir le juge, parce que c'est mieux. Mais ça prend 5 minutes. Mais quand on arrive à mettre tout le monde autour de la table, quand on prend ce temps d'échange, ça dure 1 heure, 1 heure et demie, c'est des fois un peu houleux. On calme les choses. L'archi pas toujours clean, des fois on n'est pas... Voilà. Le maître d'ouvrage non plus. Et il faut lâcher un peu et on arrive 75% de réussite. Donc, il vaut mieux repartir avec un peu d'argent quand même. Moi, je voulais revenir, donc on vous a un peu coupé la parole tout à l'heure. On était en train de parler enfin, pas couper la parole, mais c'est vrai qu'on a rebondi sur pas mal de sujets, sur le déroulé d'une procédure. Est-ce que, parce que du coup, c'est vrai qu'on a le temps qui défile. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire sur justement les procédures? On ne va pas vous inonder avec les saisies qui peuvent être faites une fois qu'on a un titre exécutoire. Pour faire simple, on peut saisir les salaires, on peut saisir les comptes bancaires, les voitures, voilà, tout ce qui est actif
mobilier ou immobilier sont saisissables. Voilà. Après, notre rôle, c'est d'adapter en fait les mesures que l'on va mettre en place en fonction du montant auquel votre débiteur a été condamné. Voilà. On ne va pas dérouler la même chose si la personne est condamnée à 1 000 € que si la personne est condamnée à 50 000. Voilà. C'est graduer un peu et surtout essayer d'estimer la solvabilité. Ça, c'est un peu le plus compliqué parce qu'en facial, maintenant, il y a beaucoup d'éléments du patrimoine qui ne correspondent plus à rien. Un véhicule, par exemple, les gens n'achètent plus de véhicules, ils les louent, prennent un leasing. Donc, ça sort du patrimoine, donc ça nous fait un moyen de pression en moins. Mais notre travail à nous, c'est pas forcément d'aller tout de suite dans le coercitif, c'est déjà de rencontrer le débiteur. Et à partir du moment où on arrive à les faire venir à nous, ou que nous, on va chez eux, ça nous permet déjà d'estimer un peu la situation. Et puis là, on met en place des accords. Il y a énormément de dossiers. Nous, c'est 80% des dossiers on encaisse de l'argent pour le créancier sur la base du volontariat du débiteur. Voilà. Au début, il faut peut-être un petit peu secouer. Et puis après, une fois qu'on a posé les bases, les gens commencent à payer. Et nous, on est là pour surveiller les encaissements. Alors, il faut des encaissements qui soient, raisonnables. Parce que si vous avez une créance de 10 000 € et qu'on vous propose 100 € par mois, ce n'est pas possible, quoi. Donc, ça, après, c'est à nous d'évoluer en fonction de la typologie de chaque dossier. Ça veut dire que ces éléments que vous évoquez, donc ça se passe après une sommation de payer ou Après une décision de justice. Et donc, s'il y a une ordonnance de référé, par exemple, ou si le terme est juste, je ne sais pas si c'est ça, c'est là-dessus que vous intervenez. Ça veut dire que dans ce qu'on évoquait tout à l'heure, parce qu'au niveau de la partie MAF, donc il y a certains archives, bon, maintenant, beaucoup disposent de cette protection juridique, mais tous non encore, malheureusement. Donc, ça veut dire qu'on peut vous solliciter donc, pour faire une sommation de payer. Et puis, si ça ne fonctionne pas, c'est là qu'on peut refaire appel à vous dans d'autres circonstances. Oui. Est-ce que vous pourriez réexpliquer un peu ce sujet? On peut gérer un dossier de recouvrement avant et après l'obtention d'une décision de justice. Donc, on peut faire du recouvrement amiable. Il y a plein de méthodes au téléphone, des visites domiciliaires, on envoie des courriers, des mails. Et puis, à un moment, il faut savoir basculer. C'est un peu comme pour vous quand vous gérez vos impayés. On passe dans une phase qui va être beaucoup plus coercitive, où on va aller chercher une décision de justice, quelle qu'elle soit. Et pour nous engager notre cœur de métier, c'est-à-dire le côté vraiment coercitif, il nous faut une décision de justice. Voilà. Et là, ça nous permet d'embrayer derrière avec des saisies sur des comptes bancaires, avec des actions qui sont vraiment fortes. Voilà, donc c'est en 2 temps. On peut travailler avant et après. Et, comme tu le disais tout à l'heure, énormément de dossiers où on a obtenu une décision. On a déjà mis en place des mesures d'exécution, mais qui n'ont pas permis de recouvrer la totalité de la créance. Et puis, le débiteur réagit et puis il se présente et on met en place des accords de règlement pour le solde du dossier, par exemple. Voilà. En fait, il n'y a pas un dossier qui est pareil. Voilà. C'est parce que les situations sont différentes. Donc, nécessairement, à situation différente, notre travail va être différent. Par contre, c'est pas parce que vous avez un dossier à 1 000 € et puis un dossier à 50 000 qu'on va impérativement bûcher sur celui qui est à 50 000 et qu'on va délaisser celui de 1 000 €. Non. En fait, on fait pas de distinguo en fonction du montant de votre créance. C'est-à-dire que notre implication est la même, mais on va pas agir de la même façon en fonction du montant qui vous est dû. Voilà. Puis, une dernière précision, obtenir une décision de justice et la faire exécuter sont 2 choses complètement différentes. Vous êtes dans votre droit, votre contrat, l'impayé, vous avez une décision qui est rendue, une injonction de payer, quelle qu'elle soit, et ensuite derrière, vous allez passer la 2e étape. Ça peut ne pas marcher. C'est pas parce qu'on a une décision de justice que forcément on va arriver à recouvrir les sommes qui sont dues. Et nous, on essaie de le faire comprendre à des clients. Alors, très souvent, ça fonctionne. Et puis, quand on voit que ça bloque et que les éléments sont plutôt dans le négatif, c'est aussi notre rôle d'arrêter en disant, bon là, c'est bon, on ne va pas exposer plus de frais, ça ne sert à rien. Le client est insolvable.
Et justement, par rapport à ça, j'ai travaillé il y a quelques vingtaines d'années pour une association qui avait mis en place un compte à séquestre pour éviter qu'il y ait des impayés vis-à-vis des intervenants, des entreprises. Et je trouve que ça serait quelque chose d'utile que d'imposer un compte à séquestre pour protéger les intervenants, les architectes, les entreprises dans le bâtiment. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les voyous, ils n'existent plus parce que l'argent, il est consigné sur un compte à séquestre pour payer les uns et les autres, et notamment les architectes. Et bien évidemment, en cas de conflit, l'argent est disponible, le juge tranche et l'argent est là. Et ça évite toutes ces procédures qui sont très coûteuses, très longues et qui sont parfois infructueuses. Dire considérablement le fonctionnement des relations entre les parties. En tout cas, ça existait. J'ai travaillé Ça pour une peut association qui exister, l'avait mis à mais, place. Et puis c'est pas trop un fonctionnement qui est habituel dans nos modes de... Mais je me projette un petit peu dans ce genre d'idée. Pourquoi pas? Moi, j'avais une question, parce que du coup, c'est vrai qu'on avait un temps d'échange, mais au contraire, ça a été, voilà, C'est mieux. c'était dynamique et on vous en remercie. On avait donc une question à poser, c'était comment aborder le cas d'un transfert de maître d'ouvrage en cours de mission? Quelles sont les obligations, les formalités de reprise et comment sécuriser la continuité de la rémunération de l'architecte lorsque le porteur de projet change en cours de route? Bah, ça, il faut prévoir un avenant, en fait, tout simplement. Et on en revient à ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire bien identifier la partie qui reprend, en fait, le projet, bien identifier aussi le stade, à quel stade de votre mission votre projet est transféré, voir éventuellement si les honoraires ont bien été réglés dans leur totalité par l'ancien client. Voilà, tout reprendre, finalement, faire un avenant, mais comme si c'était presque un contrat, en fait. Donc, c'est ça, donc on en revient bien sur ce contrat, donc sur cet avenant. Donc le contrat, effectivement, on n'y touche pas, mais on a le droit de le faire vivre. Bah, il faut le faire. En fait, Voilà, il faut le faire vivre. C'est une des leçons qu'on peut apprendre ce soir, c'est qu'effectivement, on écrit tout bien dès le début, et moins de modifications, on abonde. C'est ça.